Donc, je suis Yann de Robert. En quelques mots pour me présenter, en fait, je suis un des membres fondateurs du réseau français sur l'entente de voix. J'ai une formation de psychologue clinicien et voilà. Ah oui. Donc moi je suis Vincent Demassier, je suis vice-président du réseau sur l'entente de voix. Je suis entendeur de voix, anciennement diagnostiqué, si c'est anciennement, schizophrène. Voilà. Donc on est obligé de se répartir le temps de parole, hein. Donc il y aura un ordre. Cet ordre, il n'est pas déterminé par le fait que je sois professionnel et Vincent usager ou entendeur de voix. Il est déterminé par le fait que ce que j'ai à dire moi est moins intéressant que ce qu'a à dire Vincent. C'est-à-dire que s'il commence, après moi j'ai plus grand-chose à dire d'intéressant. Donc je me réserve un petit temps, voilà, pour mon ego. Donc je voulais juste dire avant de commencer, parce que je vais oublier à la fin. Il y a à l'extérieur sur la table à gauche une feuille sur laquelle vous pouvez noter vos coordonnées si vous souhaitez recevoir les actualités du réseau. Hein, puisque c'est un réseau, donc on met en contact les gens entre eux. Et on a aussi des informations sur des formations qu'on organise au printemps à Paris. Voilà. Donc je voulais aussi, avant de commencer, remercier les organisateurs pour leur invitation. Ça reste encore aujourd'hui, même si on est de plus en plus sollicité, ça reste un très grand plaisir de pouvoir parler à autant de personnes à la fois en même temps. C'est aussi un challenge parce que on a envie de dire énormément. En tout cas, moi, j'ai envie de dire énormément de choses. Et voilà, c'est comment réussir, sachant que Vincent a plein de choses aussi à dire après, à caser tout ça en si peu de temps. Alors moi, j'avais envie de commencer juste par un parallèle, si j'ose dire, ou une situation qui pour moi illustre ce qu'est le rétablissement à mes yeux. Hein, parce qu'on va parler d'entente de voix, mais le travail qu'on fait n'a de sens effectivement que dans la perspective du rétablissement. Et pour moi, le rétablissement, c'est pas que la santé mentale. Et je vais prendre un exemple, en fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un prisonnier aux États-Unis qui s'appelle Herman Wallace, qui a passé 42 ans en cellule d'isolement. C'est le prisonnier qui a passé le plus de temps en cellule d'isolement aux États-Unis, connu, parce qu'il y en a peut-être des inconnus qui ont passé plus de temps. Et cellule d'isolement, ça veut dire 6 mètres carrés, 23 heures par jour, enfermé, 1 heure seulement en dehors de la cellule. Et cet homme, en fait, il y a une artiste qui l'a contacté et qui lui a demandé de décrire la maison de ses rêves, parce qu'elle était intéressée pour savoir à quelle maison pouvait rêver quelqu'un qui avait passé autant de temps de sa vie dans un espace aussi restreint. Et pour moi, le rétablissement, c'est ça. Hein, c'est à un moment donné cette ouverture-là qui transforme, qui porte en tout cas la possibilité d'une transformation de la réalité de ce que vit la personne. Alors l'histoire est triste parce qu'il faut savoir que Herman Wallace a été libéré très récemment et il est mort 3 jours après sa libération. Il était atteint d'un cancer du foie. Mais c'était juste que pour moi, le rétablissement, c'est la justice sociale. Et l'approche donc que nous on propose des voix, donc les personnes qui entendent des voix, qui pour une grande part, quand elles s'adressent à la psychiatrie, se retrouvent avec un diagnostic de schizophrénie, hein, comme le disait Vincent tout à l'heure. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette expérience, leur vécu de l'entente de voix. Et quand je dis entente de voix, en fait, c'est une porte d'entrée. C'est un peu un héritage, on va dire, un héritage de la psychiatrie traditionnelle qui a donné beaucoup de place à cette expérience-là. Mais toutes les autres expériences peuvent être prises en compte et sont à prendre en compte. Les personnes sont rarement avec juste l'expérience d'entente de voix. Hein, il peut y avoir des visions, il peut y avoir la perception d'odeur ou d'autres de toucher, ou enfin beaucoup d'autres perceptions. Donc on ne se limite pas à l'entente de voix, même si c'est la porte d'entrée effectivement qu'on utilise. Et alors il y a tout un historique que je vais passer assez rapidement, mais disons que le mouvement sur l'entente de voix, Hearing Voices Movement, il nous vient au départ de Hollande, d'un psychiatre, Marius Romme, et de sa compagne Sandra Escher, qui était journaliste scientifique à l'époque, qui se sont intéressés à l'expérience d'entente de voix, mais d'un point de vue vraiment de curiosité, intéressant, comme une expérience intéressante, pas comme une collection de symptômes ou une recherche de... Voilà, mais vraiment, c'est intéressant comme expérience. Et ils ont redécouvert quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, que cette expérience s'est répandue dans la population générale, bien au-delà du 1% de personnes qui vont être catégorisées schizophrènes ou psychotiques ou
ça. Donc on estime, aujourd'hui les chiffres varient selon les études, mais on est entre 8 et 14% des personnes qui entendent des voix régulièrement dans leur vie. Donc je pense pas que ce soit un objectif raisonnable de se dire qu'on va les considérer tous comme des malades mentaux. Donc ils se sont intéressés effectivement à cette expérience en tant que telle, pour découvrir qu'il y a effectivement de très nombreuses personnes qui arrivent à vivre avec cette expérience d'une manière tout à fait satisfaisante. Et la question, bien sûr, qui arrivait tout de suite après, c'était, certes, mais est-ce qu'on peut arriver à transmettre ou à faire que des personnes qui ne vivent pas bien avec cette expérience arrivent après à vivre bien avec cette expérience. Donc là, on a un changement déjà par rapport à la perspective traditionnelle qui est de chercher à éliminer l'expérience, à changer le rapport à l'expérience et le rapport aux voix en particulier. Là, je vais très très vite aussi, mais l'expérience montre qu'effectivement, le rapport aux voix peut évoluer. Et là, je vais encore aussi très vite, les groupes d'entendeurs de voix, donc les groupes où les personnes peuvent se retrouver, parler de leur expérience sans pathologisation, sans stigmatisation, sans catégorisation, sans jugement, mais en acceptant en fait tous les modes de compréhension et d'interprétation des voix. En fait, ces groupes sont un outil extrêmement puissant de changement du rapport aux voix. C'est quelque chose, donc ça intervient bien sûr à différents niveaux. Ça intervient à différents niveaux. Disons que le groupe, il est intéressant parce qu'il permet d'agir en fait sur les différentes étapes, même si c'est pas des étapes chronologiques, mais qu'on a pu identifier du rétablissement par rapport à l'entente de voix, qui est d'abord de trouver une sécurité. C'est-à-dire que là, une des premières réactions pour la personne qui entend des voix, quand ça survient la première fois dans sa vie, c'est une très grande frayeur. Ça, c'est ce qui nous est rapporté très souvent par les entendeurs de voix. C'est cette frayeur. Et on peut bien l'imaginer, même si on n'a pas cette expérience soi-même, que c'est extrêmement... Parce que c'est pas censé être explicable rationnellement. Donc forcément, on se dit c'est quelque chose qui peut pas arriver. Et quand ça arrive quand même. Et là, il y a effectivement une sorte de gouffre qui s'ouvre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'arrive ? Donc trouver la sécurité, ça c'est sûr, de toute façon, c'est une première étape qui est indispensable. Et le groupe permet ça. Parce que le groupe, c'est la rencontre avec d'autres personnes qui partagent cette expérience. Moi, je reste surpris, après 3 ans, où je suis en contact très régulièrement avec des personnes qui nous sollicitent par rapport à ça, je reste toujours surpris de voir l'isolement dans lequel presque toutes, sans exception, se trouvent. La difficulté à partager, la difficulté à en parler, le jugement qui arrive tout de suite. Et je crois qu'il y a une spécificité française, un petit peu, même si ça existe ailleurs. J'ai discuté récemment avec un ami qui est réalisateur de documentaires vidéo pour la télé. Il travaille en ce moment sur un documentaire sur une personne qui est clairvoyante. Donc il travaille en Australie. Et lui-même en fait partage beaucoup de convictions de cette femme. Cette femme, donc elle peut percevoir des choses sur les personnes qu'elle rencontre, ou même sur des personnes dont elle voit la photographie, des personnes décédées, des choses comme ça, elle peut percevoir des choses. Et lui en fait, on est convaincu aussi. Et il me dit en fait quand il dit quand je suis en France, je ne parle pas de ce travail. Il dit en Australie, je peux en parler parce que les gens vont être curieux, ils vont dire c'est quoi ? C'est intéressant. Ou je voudrais bien la rencontrer. Ça. Mais en France, non, mais il a un problème. Pourquoi ça l'intéresse en fait Donc il y a peut-être une petite spécificité, je sais pas. Donc en tout cas, voilà, il y a cet intérêt dans le groupe qui permet effectivement à la personne tout de suite de se relier à d'autres personnes qui ont un même type d'expérience. La deuxième étape du rétablissement, donc une fois de plus, pas forcément chronologique, c'est de se réapproprier son expérience. Se réapproprier son expérience, c'est très important, surtout quand elle a été déniée ou catégorisée comme pathologique pendant des mois, des années, et le plus souvent des décennies. Les personnes qu'on rencontre, c'est souvent des décennies en fait. Donc cette réappropriation, elle entre aussi pour moi dans une perspective un peu plus large du rétablissement, qui est la reprise de pouvoir, la prise de pouvoir. Il faut savoir que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Donc j'ai combien de temps là ? Je peux encore, Vincent ? Juste une anecdote en fait que moi j'ai vécu il y a une 15aine d'années. C'était à la Cité des Sciences, il y avait des conférences en fait sur le genre. Et c'était sous la présidence de Françoise Héritier. Et il y avait une intervenante à la fin qui intervenait sur
l'illusion transsexuelle. C'était le titre de son livre, d'ailleurs, je me souviens plus de son nom. Hein. Et en fait, elle a jamais pu parler parce que la scène a été prise d'assaut par un groupe de transsexuels à ce moment-là qui n'ont pas voulu entendre ce qu'elle avait à dire. Et je dirais que ça, c'est une reprise de pouvoir. Et effectivement, on leur donnait pas a priori à ce pouvoir-là. Donc c'est vrai que la prise de pouvoir, à un moment donné, elle est nécessaire, notamment quand les gens ont à dire des choses qui n'ont aucun rapport avec la réalité vécue par les personnes. Oui. Oui. Alors on a... L'entente de voix, ça marche, oui. L'entente de voix est propre aux adultes, mais généralement, la majorité des ententes de voix ont commencé à entendre des voix dans leur jeunesse. Dire, il y a pas d'exclusion. Maintenant, on dit souvent que l'entente de voix intervient en enfance jusqu'à 18, 20, 25 ans. Moi, je dis qu'il y en a même qui l'entendent plus tard, parce que l'entente de voix, c'est aussi de temps en temps chez les personnes âgées, parce que dans les groupes d'entendeurs de voix que je facilite dans le Nord, on a reçu une fois une personne âgée qui entendait des voix, qui n'avait pas de diagnostic de schizophrène quoi que ce soit, et qui a pu vivre mieux en tout cas avec ses voix et même arriver à ne plus les avoir. Donc je crois pas que ça soit l'entente de voix n'est pas à catégoriser non plus spécialement pour les schizophrènes ou quoi que ce soit, hein, même si c'est généralement le schéma type qu'on met dessus. Elle peut intervenir à tout âge. Le plus important, c'est que les voix ont une importance qui est souvent niée par la psychiatrie, parce qu'on nous dit mettez-la de côté, ne faites pas attention à votre expérience. Or en parler c'est très important, et puis savoir pourquoi elles sont là, parce qu'elles ont un sens réel. Alors peut-être pas un sens toujours dans le discours qu'elles donnent, quoique, mais en tout cas si elles viennent, c'est jamais pour rien, et elles sont là pour quelque chose de bien précis, et c'est à nous entendeurs de communiquer avec elles, d'apprendre à savoir pourquoi elles sont là, de façon à savoir faire face, et puis à vivre une vie normale et être un homme heureux, libre, et libre de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est ça le plus important. Parce que c'est avant tout une perspective de rétablissement, et de se dire que si moi demain matin j'ai envie de me lever et de partir faire quoi que ce soit, j'ai le droit, j'ai la possibilité, et je ne serai pas gêné par qui que ce soit, et surtout pas par mes voix ou les phénomènes que je vivais avant. Voilà. Adam va vous donner un micro. Merci, c'est gentil. Bon voilà, alors c'est la dernière, c'est la troisième question, voilà la dernière. Je voulais juste savoir s'il vous plaît, en fait, donc moi je viens du Tarn-et-Garonne, j'ai 3 enfants et je voulais juste savoir mieux vaut peut-être comment leur faire comprendre en fait exactement ces ententes de voix ou ces pensées. Enfin pour moi c'est des pensées. Donc voilà la seule question que je voulais savoir. Comment Merci. Mieux leur faire comprendre, c'était ça ta question? Oui, voilà. Même aux autres enfants, au cas où, voilà. Ça... Merci. Ouais. D'avoir un suivi, je veux dire, bien avant leur majorité. Tu veux dire que voilà. C'est plus par rapport à une inquiétude sur le fait que eux peuvent avoir ce type d'expérience? C'est ça. D'accord. Voilà. Et c'est une vision, quoi, que... Tu en as parlé avec eux? Est-ce que tu en as parlé avec eux? Pour le moment, non, parce que malheureusement, bon, je suis séparé de leur mère, donc pour le moment, bon, je les vois 2 fois par jour, donc ouais. Le week-end, bon, voilà. D'accord.
D'accord. Mais, Ouais. oui, allez-y. Après, juste sur, ça peut, enfin, moi je pense que c'est bien d'en parler tout simplement. Il existe un livre, alors pour l'instant qui n'est pas traduit en français, je ne désespère pas un jour de le traduire en français, mais précisément pour les enfants, destiné aux enfants sur l'entente de voix. Et ça peut être un outil aussi pratique de leur donner en fait un livre comme ça qu'ils peuvent lire. Oui. Voilà, il n'existe pas encore en français aujourd'hui, hein, mais effectivement un jour j'espère qu'il sera disponible en français. Oui. Et juste pour répondre à ton autre question, en complément de ce que disait Vincent, en fait, sur les enfants qui entendent des voix, l'entente de voix est encore plus fréquente chez les enfants que chez les adultes. Donc là, moi, je donne des données épidémiologiques en complément de ce que disait Vincent. Et la plupart les perdent spontanément en vieillissant, en grandissant. Oui, mais pas tout le monde. Pas tout le monde, non. Mais une partie, en fait, forcément, une partie les conserve et ça se passe bien. Une partie les perd comme ça. D'accord. Et peut-être que certains, effectivement, après, les voix... Alors, il faut savoir aussi que... Mais je voudrais pas trop... parce que je vais laisser du temps à Vincent. Mais c'est vrai que le rapport aux voix et la nature des voix peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire que des voix qui sont non problématiques à un moment donné peuvent devenir problématiques, changer de nature à un autre moment dans la vie. En fonction, comme le disait Vincent, effectivement, de choses qui se passent dans la vie aussi. En général. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans la réappropriation dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi... cette possibilité de donner un sens aux voix, de retrouver le sens de la présence des voix dans la vie de la personne. Oui. Et donc pour terminer, juste avant de céder la parole à Vincent, c'était la troisième étape du rétablissement, c'est se reconnecter. Je vous remercie. Merci à toi. C'était se reconnecter socialement. Donc effectivement, et le groupe là aussi permet ça assez rapidement. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Vincent pour qu'il ait le temps d'apporter son point de vue, sachant que, juste pour le présenter aussi, il l'a pas dit tout à l'heure, mais Vincent a l'expérience de faciliter 2 groupes d'entendeurs de voix dans le nord de la France depuis plus d'1 an. Oui. Non, ça fait plus d'1 an. Voilà, donc ce sera aussi un point de vue, ce sera son point de vue personnel et aussi le point de vue d'un facilitateur de groupes d'entendeurs de voix. Oui, alors avec le temps qui m'est imparti, je vais tout simplement vous raconter un peu mon parcours de vie pour vous montrer ce que m'a apporté l'entente de voix et les groupes d'entendeurs de voix. Mon histoire de vie est assez simple. Je suis issu d'une famille catholique où mon père était quelqu'un de très exigeant, c'est-à-dire qu'il voulait toujours qu'on soit que je sois le meilleur, le plus fort. Le plus combatif possible et que je devais me débrouiller tout seul et surtout montrer aucune faiblesse. Et donc j'ai été éduqué dans cet esprit-là. Et à l'âge de 11 ans, dans mon cursus d'apprentissage catholique, le mercredi j'étais au catéchisme et l'après-midi je passais sous la surveillance du fils de cette dame. Un garçon de 18 ans, 19 ans même. Moi j'en avais 11. Alors j'étais très flatté parce que c'est un garçon qui était super sympa avec moi, qui jouait. Pour moi c'était un adulte qui s'intéressait à moi, qui jouait. Puis les jeux sont devenus un peu plus collés, c'est-à-dire qu'on commençait à chahuter, à se bagarrer. Et puis après il y a eu une dérive, c'est-à-dire que très vite c'est passé aux attouchements. Que je tolérais, que j'acceptais à l'époque parce que j'acceptais en même temps l'affection qu'ils me donnaient, l'intérêt qu'ils me portaient par rapport à des parents absents à cause de leur boulot entre autres. Et puis petit à petit, c'est parti dans une dérive totale. C'est-à-dire que j'ai été violé pendant 2 ans, où le seul moyen de réagir que j'ai eu à ce moment-là, c'était de m'enfuir dans des objets. Je me souviens très bien que la première fois où il m'a violé avec pénétration, je me suis réfugié sur un livre du TGV, un beau livre en cuir orange, où je peux encore vous décrire, même maintenant quand j'en parle, j'ai l'image qui me vient, le moindre imperfection de cette reliure de cuir, le moindre grain de cuir, le moindre défaut de la couverture. Une autre fois, c'était un nid dans l'arbre en face de la fenêtre de sa chambre. Une autre fois, c'était un stylo qu'il avait dû ramener d'Angleterre, où je peux encore vous dire Big Ben, les cabines téléphoniques, enfin tout ce qu'il y avait dessus. C'était ma façon de fuir. En aucun cas j'ai pu en parler à qui que ce soit à ce moment-là,
parce que je me dis, mon père va me dire, mais t'es faible, t'avais qu'à te défendre, qu'est-ce que c'est que ça, tu t'es laissé avoir, mais t'es quoi, t'es une merde. En parler autour de moi, c'était quand même chez la dame du caté, qui était assez influente sur le secteur. Donc je me suis dit, on va pas me croire. Et puis encore, c'était confronté toujours au regard du père, parce qu'il aurait bien fini par le savoir. Et puis j'ai vécu avec ça pendant 2 ans. Mon salut est arrivé au fait que cette dame a arrêté le caté, que mon frère aîné a pris ma garde les mercredis après-midi, et que j'ai pu quitter ce contexte. Alors j'ai vécu très mal ces années, mais bon, j'ai été on m'a dit que j'avais de la spasmophilie, c'est-à-dire que j'ai eu d'abord des visions, c'est-à-dire que je voyais toujours un nid, et le nid c'est celui que j'avais vu une fois quand j'ai été violé, où je voyais un oiseau tomber, et systématiquement je tombais dans les pommes après. Et puis donc les médecins traitaient pour spasmophilie, parce que ça je le racontais pas, hein. Et puis un beau jour, mon père m'a amené chez un prêtre exorciseur du diocèse, à qui j'ai raconté ça. Il m'a dit, écoute, c'est bien simple, t'as un démon à connotation sexuelle, je sais plus exactement ce qui m'a sorti, enfin, je me suis vu pour un vieux pervers, vieux vicieux. Et puis j'ai eu le droit à une séance de désenvoûtement collectif dans un groupe de prière à Lille, dans la salle Saint-Sauveur, ça portait bien son nom. Néanmoins, ça a eu un effet, parce que ça s'est arrêté quelques temps après. Et puis est arrivé à l'âge de 17 ans le jour qui était important pour moi de mes premiers rapports sexuels. Alors j'avais programmé ça, c'était prévu pour le soir et tout. Et j'étais dans un parc avec mes amis, mon ami avec qui ça devait se passer. Et puis d'un seul coup, j'entends mon ami qui m'insulte de tous les noms, me traitant de connard, bâtard, et je passe encore des meilleurs. Et là, je me retourne vers lui, je dis, mais attends, pourquoi tu m'insultes comme ça? Enfin, je comprenais pas, moi j'étais super heureux, j'attendais ce moment avec impatience. C'était un grand jour pour moi. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi je t'ai rien dit. Je regarde les autres, je me dis, mais il a rien dit, Alexandre, qu'est-ce que tu me racontes? Et puis du coup, je le regarde, et puis il continue à parler, puis les autres parlent, et puis d'un coup, j'entends encore la même chose, et je vois que ses lèvres bougent pas. Je dis, merde, c'est quand même bizarre, ça. Et là, tu dis, j'ai le réflexe de me dire, mais attends, je suis fou, j'entends quelque chose. Autant vous dire que j'ai très vite quitté le groupe, donc il s'est rien passé ce soir-là. Je suis rentré chez moi très mal, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je suis comme les gens de la télé, je suis complètement cinglé. Parce que pour moi, entendre des voix, c'était fou. Hein. Je regardais toutes les séries américaines qui pouvaient déjà sortir à l'époque sur ça. Et puis, je suis devenu dépressif, parce qu'en aucun cas, j'en ai parlé à aucun médecin de cette entente de voix. J'ai fait une tentative de suicide, j'ai été hospitalisé. Et puis, ça a été plus ou moins bien, je suis sorti. J'ai repris mes études, j'ai eu un parcours plutôt pas mal, avec des grandes responsabilités dans le milieu de la pub. Et puis, quelques années après, j'ai rencontré un grand amour, et là, les voix sont revenues. Et là encore, je l'ai très mal vécu, mais j'ai géré à peu près au début. Et puis, un beau jour, c'est résumé, hein, mais un beau jour, j'ai dit à mon ami, écoute, j'entends des voix, parce qu'il me voyait quand même souvent un peu isolé, un peu ce que lui pensait être dépressif. Hein. Et je dis, écoute, j'entends des voix et tout. Et le réflexe qu'il a eu, c'est dit, mais c'est pas grave, demain, de toute façon, tu vois le psychiatre qui suit, on va lui dire. Et le psychiatre, il m'a regardé, il m'a dit, ah bon, vous entendez des voix, mais c'est nouveau, pourquoi vous l'avez jamais dit? Et puis j'ai vu déjà dans son regard quelque chose qui changeait. C'est-à-dire que j'étais plus le mec dépressif qui allait pas bien, mais j'étais une chose bizarre. C'est-à-dire le regard était franchement pas le même. Et là, j'ai demandé donc à avoir un diagnostic, parce que je courais après le diagnostic. Je me suis dit, on me trouve ce que j'ai, on me donnera les traitements, et ça sera fini. Et puis un beau jour, c'est sorti, on m'a dit, écoute, déjà on me l'a pas dit à moi, j'étais là. Il y avait le médecin en face, mon ami à droite. On a dit à mon ami, écoutez, il est schizophrène. Alors déjà, j'étais dans la pièce, on aurait pu me le dire à moi. Sur quoi mon ami dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, de toute façon, dans l'état où il est, il n'y aura pas tellement d'évolution, il aura un traitement. Dans le pire des cas, il restera comme ça. Et déjà à l'époque, on lui a dit, mais ça risque d'aller pire parce que ça s'empirait déjà. Et j'étais déjà sous traitement pourtant. Et il a des tendances agressives, il fera faire attention. Donc moi j'entends ça à côté, parce que c'est pas à moi qu'on s'adresse.
Et puis je fais avec, et puis je commence à parler de mes voix. Puis on me dit, faut pas t'en occuper, c'est du n'importe quoi, c'est du délire. Fais autre chose, t'as qu'à aller faire des poteries, des cendriers, j'en ai une collection pas possible. Des tampons pommes de terre, oui. Merci. Ça peut être utile de temps en temps, mais bon. Enfin, on m'a fait faire des tas de choses, l'occupationnel. C'est très bien. Mais en tout cas, on a toujours rejeté mon expérience. Et je me suis enfermé de plus en plus. Le rapport avec les voix était de pire en pire. Ça se voyait de plus en plus. On a augmenté mes doses de traitement. Alors là, les traitements, c'était au secours. J'ai été jusqu'à 7 fois les doses maximum d'AM, d'autorisation de mise sur le marché au niveau de neuroleptique. C'est quand même hallucinant quand j'ai relu ça sur mon dossier. Je me dis, c'est fou. J'étais un bon schizophrène, c'est-à-dire que je prenais la plupart du temps mon traitement, sauf quand je l'arrêtais d'un seul coup et que je refaisais une chute plus importante d'après eux, enfin une rechute. Mais j'étais sage, c'est-à-dire que si on allait me chercher et qu'on me portait jusqu'à une chaise, j'allais aux activités. Sinon, je restais chez moi sur mon canapé devant une télé qui servait pas à grand-chose quand j'y comprenais rien. La tête de travers, le filet de bave, malgré les correcteurs, des tics dans tous les sens. Alors socialement, je vous dis pas que on a quand même une image de soi qui en prend un sacré coup. Déjà, les voix sont dures avec nous, mais l'image de soi est horrible. Donc socialement, on est coupé du monde. On se coupe du monde et on est coupé du monde parce que les gens nous regardent aussi de façon bizarre. On n'a plus aucun intérêt pour rien et on nous donne aucun espoir. Si l'espoir, c'est prendre ton traitement et tu verras, ça passera comme ça. Moi, j'ai fait des tentatives de suicide maintes et maintes fois. Alors, j'ai pas fait des tentatives de suicide parce que les voix m'ont demandé maintes et maintes fois aussi de me tuer. Mais ça, à la rigueur, j'arrivais à tenir le coup. Mes tentatives de suicide que j'ai fait, c'était pour fuir ma vie de merde. Parce que, honnêtement, si pour vous, stabiliser un patient, c'est le rendre sur un fauteuil qui n'emmerde plus personne, parce que c'est vrai que j'emmerdais pas la société, j'emmerdais plus mon compagnon non plus, parce que de toute façon, il pouvait faire la vie qu'il voulait, parce que moi, j'étais sur une chaise. À la rigueur, je l'emmerdais par les odeurs, parce que quand je restais 15 jours, 3 semaines sur le fauteuil, où je faisais juste aller aux toilettes, on me rapportait à manger, où j'avais encore la force d'aller au frigo, parce que je vous dis pas, la faim que j'avais, je faisais à la fin presque 200 kilos. Voilà ma vie. Et puis, un beau jour, j'ai eu la chance, merci Yann, avec la coopération du CSOMS et de PSM Nîmes Métropole, d'avoir une rencontre avec Ron Coleman sur l'entente de voix. Rencontre auquel je voulais pas aller. J'en discutais après, mon psychiatre après, il m'a avoué après que lui n'y croyait pas du tout. Et surtout, c'était un lieu où on allait parler de mes voix, on allait me laisser parler de mes voix. Il s'est dit, mais c'est hallucinant, parler de ses voix, mais il va partir n'importe où. Donc, moi, je vais donner un cas où, de toute façon, je sais que c'est foutu pour foutu, autant donner celui-là. Et c'est moi qui ai été désigné pour aller à cette formation. Alors, on m'y a accompagné. Mes parents, parce que j'avais quitté ma maison, enfin, j'avais toujours ma maison, mais j'habitais plus dedans parce que mon ami était parti. J'étais chez mes parents qui me gardaient bien gentiment. Ils m'ont accompagné les 300 mètres en voiture parce que de toute façon, j'étais plus en état de marcher 300 mètres. Je suis rentré, j'ai bien vu un café, on m'en a donné un, c'est gentil. C'était déjà un autre accueil que d'habitude. C'est-à-dire que pour une fois, on m'a dit bonjour et on m'a donné un café. C'est peut-être dérisoire, mais au moins c'est un petit signe d'intérêt. Je me suis assis sur une chaise et j'ai commencé ma sieste, tout simplement. Et puis d'un seul coup, je vois un mec devant moi qui parle et qui me dit mais alors, toi, t'es pas schizophrène, t'es Vincent. Et t'es entendeur de voix. Et des entendeurs de voix, il y en a plein partout. Il y en a 7 à 10% de la population qui est entendeur, et il y en a qu'1% en psychiatrie. Donc, il est possible de faire avec. Et là, j'ouvre un œil, mais ça rentre quand même. Et je me dis, mais attends, il y en a qui vivent avec des voix qui vont bien, et qui sont pas dans l'état où je suis, ils sont pas en psychiatrie, mais ça veut dire que je peux faire quelque chose. Et là, il me dit, mais c'est important tes voix. Il faut en tenir compte. Alors là, c'est génial parce que on s'intéresse à moi autre chose que parce que je suis schizo, je suis d'abord, je retrouve une identité. Et puis enfin, quelqu'un qui veut écouter mon expérience, qui la rejette pas. Et puis, 3 jours de formation intense, mais où j'apprends plein de choses. Alors j'enregistre très mal parce que sous les doses de médicaments, j'ai pas aussi toutes les facultés de tenir toute la journée. Et puis on me parle d'un groupe d'entendeurs de voix qui avait été créé par Yann à Mont-Saint-Barreul, près de Lille. Pourtant à 30 km de chez moi. 30 km dans l'état où j'ai, c'est énorme. Hein. Et là,
l'idée fait son chemin, puis un mois après, je dis à mes parents, mais je veux aller là. Alors mes parents, surpris, parce que déjà, quand il fallait aller à un rendez-vous, ne serait-ce qu'un psychiatre, c'était la croix à la bannière pour que j'y aille. De toute façon, pour les rapports que j'avais avec lui, c'était pour renouveler l'ordonnance, c'est tout. Dans le pire des cas, c'était rajouter une dose de médicament ou changer pour un autre. Et là, je me mobilise, donc mes parents, donc enchantés, ils me disent, ben oui, on y. Et je rentre là-bas, et je me trouve avec d'autres entendeurs. Alors déjà, c'est bizarre, mais moi, en psychiatrie, jamais j'ai fait connaissance d'autres entendeurs. Parce que honnêtement, et tous les entendeurs, ou tous les schizophrènes se sentent seuls. Parce que on a honte de ce qu'on est. Et l'image que développe ça. Et jamais on nous dit, bah tiens, parle avec lui de ton expérience. Parce que surtout, il faut pas qu'on parle de notre expérience. Il faut qu'on la cache, il faut qu'on la garde pour nous, parce que c'est de la connerie. Et là, c'est un groupe, on me dit, bah, vas-y, exprime-toi, tu peux. J'entends les autres raconter leur histoire. Oser dire que leur voix, c'est la voix de Dieu, la voix d'un petit ange, la voix des morts, des pensées, des tas de choses. On laisse cours à tout. Et moi, j'écoute, et je suis surpris quand même de ça. Puis la fois d'après, j'y retourne avec un peu plus d'enthousiasme. Et puis là, je commence à parler. Et puis j'apprends des autres, d'abord des techniques pour faire face. Moi, la première technique qui m'a été utile, alors elle était ridicule, mais moi, quand les voix étaient trop insupportables, j'avais le besoin de crier sur mes voix pour dire stop, foutez-moi la paix. Maintenant, on sent le regard des autres dans la rue, et ne serait-ce que pour ceux, ou même avec ses proches. Le premier tuyau qu'on m'a dit, mais c'est Vincent, t'as qu'à prendre un téléphone portable. Dans la rue, tu prends ton téléphone et tu gueules dans ton téléphone. Les gens vont te regarder, mais après tout, tu seras pas le seul. C'est tout con, mais c'est une petite technique qui marche. Et ça nous permet, nous, de pouvoir faire face et de s'imposer vis-à-vis des voix. Et petit à petit, comme ça, j'ai appris plein de techniques. J'ai appris à parler de mon parcours. On m'a donné la parole. Et puis, on m'a parlé d'effets, de cause à effet avec les traumatismes. C'est-à-dire qu'on m'avait déjà dit avant que, dans la majorité des cas, c'était dû à des traumatismes. Puis en écoutant les autres, j'entends les traumatismes. Alors moi, bon, le viol, je le savais. Mais je l'avais déjà raconté à mes psychiatres. Les psychiatres, d'ailleurs, me croyaient pas à un moment. Parce que quand je le racontais, j'étais froid. C'est-à-dire, il n'y avait aucune émotion. Et c'est normal, je m'étais détaché pour me protéger de toutes ces émotions. Et puis là, je peux commencer à en parler. Et puis, j'ai fait un travail sur les voix de savoir pourquoi elles venaient. Et la première voix qui m'embêtait le plus, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, parce que maintenant j'étais avide de rencontres avec les gens, mais systématiquement quand je rencontrais quelqu'un que je trouvais intéressant, avec qui j'avais envie de discuter, il y avait une voix qui arrivait et qui, alors, des voix j'en avais plein, mais qui était caractéristique par l'intonation qu'elle avait, par le discours pas tellement, parce que elle aussi m'insultait, me traitait de tous les noms et me mettait plus bactère. Enfin, elle me mettait là où je pensais être en tout cas. Et puis je me suis aperçu, donc cette voix venait à chaque fois que j'étais intéressé par quelqu'un, une rencontre qui m'intéressait, quelqu'un avec qui j'avais envie de discuter. Et puis déjà, c'est important de savoir pourquoi les voix viennent, parce que la fois d'après, quand je rencontrais quelqu'un de sympa, je dis bon, alors là elle va venir la voix, mais déjà j'avais pas l'effet de surprise, parce que même si j'avais 80% du temps, je vivais avec mes voix, les autres 20% du temps qui me restait, je pensais qu'aux voix, là au moins je savais pourquoi elle allait venir. Donc j'étais déjà préparé à que ce soit celle-là qui vienne. Puis petit à petit, j'ai fait des liens. Je me suis dit, tiens, cette voix-là, c'est une voix qui est revenue la première fois que je vais avoir une relation sexuelle. Et je me dis, mais c'est quoi le sentiment, l'émotion que tu as derrière? Et je me dis, mais en fin de compte, l'émotion de la rencontre avec cette personne, c'est l'émotion que tu as eue avec ton violeur au début. C'est simplement de se dire que, oui, je me suis donné à quelqu'un, donné dans le sens où j'ai voulu partager quelque chose avec quelqu'un, et ça a mal tourné. Et là, tout simplement, je me suis dit, en fin de compte, cette voix, est-ce qu'elle est là pour m'insulter? Ou est-ce qu'elle est là simplement pour me dire, t'as telle émotion, et pour t'éviter de mal la gérer ou qui arrive plus tard, on te casse dans cette émotion. Et en fin de compte, je me suis approprié ça, et du coup, j'ai pu retravailler aussi sur mon viol, dire que, oui, moi au début, j'étais content, et oui, c'est passé ça. Et puis cette voix-là, elle a commencé à disparaître, c'était moins important. Du coup, j'ai pu aussi me libérer pour parler de mon viol. C'est-à-dire que là, j'ai pu mettre un récit sur mon viol, mais surtout des émotions. C'est-à-dire qu'enfin, je pouvais raconter mon viol avec des pleurs. Enfin, je pouvais rentrer dans des détails. Enfin, de position de coupable, parce que je me sentais coupable d'avoir accepté tout ça. Et après, je me sentais coupable aussi d'avoir été jeune, d'avoir été gentil, d'avoir attiré, parce que c'était de ma faute si je l'avais attiré.
j'ai pu reprendre ma position de victime et trouver que ce mec-là, en fin de compte, était un beau salaud. Et puis, j'ai fait ça, un travail avec toutes mes voix. Alors maintenant, j'ai la chance de, même si c'est pas un but en soi, d'avoir pu éliminer toutes ces voix. Parce que pour moi, elles ont été liées tous à des émotions, quelles qu'elles soient. Mes visions aussi. Il en reste quelques-unes des voix qui viennent temporairement, qui viennent de temps en temps, quand je fais une intervention, de temps en temps, dans un colloque, les voix viennent. Mais c'est généralement, je sais pourquoi elle est là, celle-là. C'est quand je me mets trop de pression et que je me dis, il faut être performant. Bah non, je veux pas être performant. Je raconte ce que j'ai à raconter. Et puis les gens en face, j'espère, retiendront un maximum de choses. Et puis maintenant, je suis quelqu'un surtout d'heureux. C'est-à-dire que mon rapport avec les voix a changé. J'en ai d'abord eu moins peur. Je me suis éloigné de leur discours. J'ai toujours mes croyances sur l'origine des voix, mais on la respecte. J'apprends énormément d'autres entendeurs encore maintenant, parce que pour moi, le rétablissement, il est propre parce que vous appelez des patients des malades, mais certains d'entre vous pourraient penser aussi à leur propre rétablissement et auraient à apprendre des entendeurs. Alors là, je le dis parce que la caractéristique des groupes d'Armentières et de Mont-Saint-Barreul, c'est qu'on a des soignants qui sont avec nous, psychologues ou infirmiers, qui eux-mêmes se disent qu'en fin de compte, oui, leur travail de rétablissement est là, et que même les entendeurs peuvent les aider dans ce travail-là, parce qu'il y a aussi une question de positionnement avec un entendeur de voix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous voir comme des cas, comme un schizophrène. Remettez-nous à notre place. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, et ça c'est important, que quel que soit notre degré d'atteinte, ou peu importe les termes que vous employez, on reste néanmoins des interlocuteurs importants. Impliquez-nous dans les traitements, mais impliquez-nous aussi et impliquez-vous dans l'écoute. Parce que honnêtement, vous avez beaucoup à apprendre de pourquoi sont les voix, quand elles interviennent, quels sont les phénomènes. L'entendeur de voix aura une autre position vis-à-vis de vous, il vous fera aussi une confiance, vous apprendrez des choses. À Armentières, ils m'ont dit quelque chose dernièrement, ils étaient un peu loin parce que c'est cette idée de traumatisme, parce qu'on estime que selon certaines études, qu'il y a plus de 70% des entendeurs de voix ont subi un traumatisme. Eux trouvaient que c'était un chiffre très, très important et qui n'était pas atteint. Et ils ont une certaine surprise parce que ils suivaient des gens depuis tant 10 ans, et dans les groupes, ces gens-là ont évoqué des traumatismes à qui ils n'avaient jamais parlé. C'est-à-dire qu'ils ont subi des choses, ils n'en avaient jamais parlé à personne parce qu'ils étaient trop honteux pour ceci. Et ils ont pu, du fait de libérer leurs paroles, ils ont fait des progrès énormes. C'est-à-dire qu'alors, moi je suis pas un exemple, parce que certains me trouvent à la rigueur trop parfait dans mon rétablissement, parce que je colle peut-être au rétablissement que beaucoup de médecins veulent faire. C'est-à-dire que je retrouve une activité, je fais ce que je veux, c'est bien. Mais le rétablissement, c'est avant tout le bonheur des gens. C'est-à-dire, si simplement le fait d'accorder de l'écoute et laisser les entendeurs de voix s'exprimer dans les groupes leur permet de retrouver le sourire, leur permet de retrouver une place dans la société, et du coup, pouvoir aller au contact des autres, la pente, ils vont la monter tout seuls. Après, si en plus ils arrivent à faire un travail de se dire mais pourquoi les voix sont là, ça c'est un plus et c'est tant mieux. Mais au moins ils retrouveront le sourire. Parce que votre objectif, ça ne devrait pas être d'avoir un patient, un schizophrène ou peu importe quoi, bien sage. Ça devrait être d'avoir quelqu'un de souriant en face de vous, quelqu'un qui est heureux de vivre et qui le matin se lève pas en se disant putain encore une vie de merde, encore une journée de merde, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Voilà. Et ben, dans les groupes d'entendeurs de voix, c'est ça qui change. C'est que les sourires apparaissent. Et même si on évoque des choses difficiles, même si certains pourraient dire on les laisse délirer, ben, si vous appelez ça du délire, oui, nous on raconte simplement ce que nous on subit. On peut, dans les groupes, dire oui, mes voix, ça vient de là, de là, de là, de là. On n'est pas obligé de croire à tout. Moi, je crois pas à tout, mais je respecte leurs paroles. Moi, j'ai mes propres convictions, on les leur, on les respecte. On n'est simplement pas en train de leur dire « t'as tort ». On peut simplement dire bah, « je comprends ce que toi tu entends, ce que tu comprends. Moi, je vis autre chose. Mais bon, mais en tout cas, je comprends aussi ta souffrance. Moi, en plus, en tant qu'entendeur, je peux leur dire « je comprends ce que tu vis ». Mais c'est un positionnement qui est énorme. Et puis, je veux dire, je rassis sur le sourire, mais c'est quelque chose d'important. Parce que nous, on a des gens qui, depuis des années, sont suivis, sont dans les structures d'hébergement, alors je sais pas comment ça s'appelle,
Léonard de Vinci, mais qui normalement est une structure d'accueil pour quelques semaines, quelques mois, et de temps en temps, eux, oui, c'est quelques semaines, quelques mois, oui, ils en sortent tous les 3 semaines ou tous les mois, mais c'est pour retourner une semaine après. Donc pour moi, c'est une structure permanente, mais qui ont quitté ça, qui ont d'eux-mêmes fait des démarches pour aller chercher un logement. C'est-à-dire qu'ils ont devancé les soins, parce que dans ce cas-là, vous considérez ça comme des soins. Et puis quand on leur a dit, il serait bien qu'on voit pour un logement, mais il dit, attendez, justement, j'ai un rendez-vous samedi pour en visiter un, mais je sais pas trop comment. Alors je me suis renseigné, j'ai le droit au FSL, j'ai le droit à ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, alors qu'on les considérait comme incapables de rien, ont fait les propres démarches et ont dépassé l'attente de leurs soignants. Mais c'est toutes ces choses-là qui bougent. Alors, c'est pas toujours aussi spectaculaire, aussi rapide. Je veux dire, s'il y a ne serait-ce qu'une étincelle, une lueur, je veux dire, mais vous avez déjà gagné. Puis moi, je sais pas, moi j'ai le plaisir de voir les gens retrouver le sourire. Et je suppose que vous aussi, avec tout ce que vous voyez, si vous pouviez avoir un peu plus souvent le plaisir d'avoir quelqu'un en face de vous qui retrouve le sourire, mais vous aurez tout gagné aussi dans votre parcours, parce que c'est pas évident d'entendre tout ce que vous entendez. Mais si à la fin vous voyez ne serait-ce qu'un sourire pour vous, mais vous allez sortir aussi chez vous le soir super heureux, j'en suis persuadé. Enfin voilà. Oui. Juste pour confirmer ça, c'est qu'effectivement, il y a des patients qui ont une vie de merde après 30 ans, mais il y a aussi des professionnels qui s'ennuient dans leur travail. Ça peut être bien, effectivement. Moi, j'ai des témoignages de personnes avec qui on est entré en contact. Je pense notamment à une infirmière, elle a 30 ans d'expérience et c'est quelqu'un qui... Et en fait, ça a complètement changé sa pratique et elle dit, en fait, pour elle, c'est presque un retour au bon sens qu'elle s'est interdit d'utiliser pendant des années. Et ça lui a permis de rétablir, en fait, des liens avec les personnes, mais en tant que personne. C'est vraiment retrouver, même avec des personnes qu'elle côtoyait comme patients, c'est vraiment de retrouver la possibilité d'une rencontre véritable. Et c'est quelque chose pour elle qui était extrêmement enthousiasmant. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à... Et juste une chose, parce que moi je défends la cause des entendeurs, il n'est pas compliqué de monter un groupe. C'est une question de bonne volonté. C'est de se dire que c'est possible, et pas de se poser des questions, mais alors ceci, cela, attendez, on va les laisser délirer entre eux. Non. C'est simplement une question de bonne volonté, de rendre la parole aux gens. C'est pas compliqué, ça coûte pas beaucoup d'argent, ça coûte une salle, une ou deux personnes soignantes, s'il faut absolument que ça soit suivi par des soignants, qui respectent la parole, qui respectent aussi le secret. C'est-à-dire que ce qui est dit dans les groupes reste dans les groupes, même si après les entendeurs vont très rapidement en parler avec leur infirmier référent ou avec leur psychologue ou avec leur psychiatre. Mais il faut pas grand-chose. Mettez-vous pas en tête que c'est très compliqué à faire. Non, c'est hyper simple. Je veux dire, ici à Marseille, il y a un groupe qui s'est créé avec simplement de la bonne volonté. Et après, ils se sont dit, bon allez, on y va, on se met en action. Ils n'ont pas réfléchi pendant 2, 3, 4, 6, 7 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme c'est trop souvent le cas. Je veux dire, il faut pas grand-chose. Il y a pas à apprendre si ce n'est l'écoute. Et puis, vous apprendrez aussi beaucoup, parce que si vous avez peur de ne pas savoir, vous allez apprendre beaucoup des entendeurs eux-mêmes, parce que ce sont quand même des experts de leur expérience. Eux-mêmes vont finir, une fois qu'ils auront la parole libre, par donner les tuyaux aux autres, et vous apprendre aussi des choses, même si vous pouvez les soutenir dans cette démarche. Voilà. Et même si vous avez des doutes, sachez que il y a le réseau, c'est REV France, qui est là aussi pour vous soutenir s'il le faut.